Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver depuis mon domicile, à demi confiné comme tous nos collègues, et heureux d'ouvrir cette troisième édition des rencontres numériques de la Mission laïque française. Ouvrir, évidemment, étant une façon de parler, puisque les travaux ont commencé dès ce matin. Alors, c'est effectivement un créneau un peu étrange pour une ouverture, mais comme vous le savez, le soleil ne se couche pas sur l'empire de la MLF, et j'ai compris que ce créneau permettait au plus grand nombre de participants de suivre éventuellement ce court propos introductif, mais surtout, j'ai bien compris, les deux conférences de fond qui vont suivre et que je m'empresserai de suivre moi-même. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est pour moi l'occasion, en ces temps de disette de contacts humains, de saluer chaleureusement les membres du réseau MLF Monde, bien sûr, mais aussi l'ensemble de nos partenaires qui ont accepté de participer à ces échanges et que je remercie vivement de leur soutien et de leur fidélité. Des représentants de 7 académies sont avec nous. Dijon, dont Madame la rectrice est ici présente et je l'en remercie vivement. Je crois qu'elle a souhaité pouvoir s'exprimer tout à l'heure, dans quelques instants. Je la remercie d'autant plus que j'ai appris qu'une réunion de recteurs venait de tomber à 18 heures ou avait été retardée de 2 heures en tout cas. Et je sais gré à Madame la rectrice de Dijon d'accepter malgré tout de nous consacrer un petit moment. Sont présentes aussi les académies de Poitiers. Madame la rectrice aussi souhaitait s'exprimer, mais elle ne le peut pas. De Normandie, de Reims, de Strasbourg, de Grenoble et de Créteil. Je veux saluer aussi la présence de Charles Torossian, directeur de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation, de Paul Rossi, président de la FLEC, de François Normand, président de la Fédération des associations de parents d'élèves, la FAPE, ainsi que toutes les personnalités nombreuses, membres du conseil scientifique de la MLF, experts, chercheurs, inspecteurs, pédagogues, parents d'élèves, qui nous font l'amitié de leur appui et de leur participation. Pardon, je vous prie de ne pas pouvoir les citer tous. Vous êtes au total, m'a-t-on dit, 584 à vous être inscrits sur la plateforme, dont 427 venant de notre réseau, ce qui est tout à fait considérable et évidemment beaucoup plus important que dans les éditions précédentes qui se passaient dans des établissements. Justement, après Saragosse au lycée Molière en 2018-2019, puis Casablanca au lycée Massignon en 2019-2020, cette troisième édition 100% numérique doit en particulier nous permettre de dresser un premier bilan après plus d'1 an d'école à distance et de modalités hybrides d'apprentissage, tout en dessinant ensemble, de concert, des pistes pour les années à venir. Elle ne se veut pas du tout un rendez-vous pour spécialistes, pour initiés, mais un lieu de partage, de réflexion, d'interrogation, de pratique entre acteurs de terrain, des terrains, devrais-je dire, car Dieu sait s'ils sont divers dans l'enseignement français à l'étranger, éclairés par les apports d'experts reconnus. Il faut dire que le thème du numérique en éducation n'est pas récent à la MLF. Il n'a pas attendu la pandémie pour figurer au rang des objectifs prioritaires qu'elle s'est fixés en matière pédagogique. Il est vrai que sa forme même, plus de 110 établissements dispersés à travers le monde, parfois très isolés, l'y conduisait assez naturellement, la notion de distance y apparaissant comme une donnée consubstantielle. Cette préoccupation d'une éducation au numérique et par le numérique a conduit depuis plusieurs années la Mission laïque française à penser, à repenser sa forme scolaire. Elle a ainsi cherché des appuis dans des partenariats
avec des laboratoires de recherche pour explorer les possibilités ouvertes, par exemple, par les avancées des sciences cognitives ou les différentes modalités de la forme scolaire, justement, telles que la classe coopérative ou la classe inversée, qui ont en commun de prendre appui sur des ressources numériques. En coopération justement avec l'Académie de Dijon, elle s'est dotée d'un outil de positionnement numérique d'établissements français à l'étranger, visant à mesurer les compétences numériques d'une communauté éducative hors de France. En 2018, un texte de référence a été publié à l'issue de la première édition des rencontres numériques, celle de Saragosse. Il précise les principes généraux du numérique en éducation et identifie les leviers d'action possibles. Mais l'AMLF laisse clairement la responsabilité de ses choix à chacun de ses établissements et les accompagne, s'il le souhaite, dans les aspects techniques et pédagogiques. Enfin, il faut évoquer tout le système de développement professionnel à destination de l'ensemble de ces personnels que notre association a mis en place depuis 2016, et qui a connu un développement et un succès très important au cours des derniers mois. C'est un élément clé de la stratégie de la MLF en faveur du numérique, avec l'adoption, en particulier, à la rentrée scolaire de 2020, d'un outil innovant, le Learning Management System CIFA-10. On y retrouve le forum pédagogique entre pairs, né il y a maintenant plusieurs années au sein de MLF America, les communautés d'apprentissage, les parcours de formation en ligne, les classes culturelles numériques. C'est le ciel de la mission laïque, le Centre international d'enseignement en ligne. Dans toutes ces actions de développement professionnel proposées, à la faveur de la pandémie, si je puis dire, un accent particulier a été mis sur l'usage du numérique à des fins pédagogiques. Car cet usage du numérique n'est pas pour nous une fin en soi. Il doit être clairement au service d'une intention pédagogique, d'un projet éducatif, même s'il peut bien sûr, par rétroaction, renouveler et enrichir l'approche pédagogique elle-même. Rappelons à cet égard que la laïcité est au cœur du projet éducatif de la MLF. Elle s'entend d'abord comme respect de la liberté de conscience, construction d'un espace susceptible d'accueillir indistinctement des élèves d'origine, de convictions, de croyances différentes, mais aussi comme une pédagogie fondée sur la raison, sur l'esprit critique, le libre jugement, la recherche de la vérité. En ce sens, une éducation critique au numérique et à ses usages est plus que jamais indispensable et relève d'ailleurs de l'éducation aux médias et à l'information qui figure dans tous nos programmes. Alors aujourd'hui, la fermeture des écoles et l'obligation d'utiliser les moyens électroniques pour maintenir les liens entre les différents membres des communautés scolaires a considérablement accru le taux d'équipement et l'utilisation du numérique dans nos écoles. Elles sont toutes désormais dotées d'un environnement de travail, ce qui était loin d'être le cas avant le mois de mars 2020. D'ores et déjà, on peut dire, je crois, que chaque école a construit son propre environnement selon ses besoins, ses contraintes, par exemple le niveau de compétence des enseignants, et a su le faire évoluer au fur et à mesure de l'émergence de nouveaux besoins et de l'évolution des pratiques. Nous restons aux côtés de nos établissements pour les conseiller et les accompagner dans les choix qu'ils ont à faire. Mais au-delà, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est notre capacité collective
à nous servir de cette contrainte d'une école autrement, comme d'un levier pour questionner et faire évoluer, quand c'est nécessaire, les pratiques pédagogiques. D'une épreuve, au fond, savoir tirer des leçons positives et transformer en espoir ce qui n'apparaissait que sous la forme d'un manque. Le numérique reconfigure profondément les accès au savoir et à l'information, et cela rend nécessaire de repenser les formes possibles d'appropriation de ces savoirs, c'est-à-dire à l'école d'apprentissage. Car il ne s'agit pas simplement d'avoir un environnement à disposition et de se contenter d'apprendre à le mobiliser et à le manier. Ce qu'il faut, c'est permettre à celui qui apprend d'intérioriser le savoir, de le faire sien, de l'organiser, de le rendre intelligible pour lui-même, et non pas de le laisser à l'extérieur de l'individu en se contentant de lui en fournir les clés d'accès. Au fond, le vieil idéal de la tête bien faite reste plus que jamais d'actualité. À l'ère du numérique, c'est bien là le rôle irremplaçable de l'école. De tout cela, nombre d'enseignants et d'éducateurs sont conscients depuis longtemps. Mais la période que nous traversons nous a tous conduits, et moi le premier ou le dernier si vous voulez, à devoir reconsidérer l'organisation de la transmission et des apprentissages, et donc les compétences de ceux qui enseignent. La fermeture des écoles nous a ouverts à de nouvelles possibilités, à de nouvelles pratiques pédagogiques qui rendent les apprentissages plus vivants, parce que l'élève y est davantage acteur, mais aussi plus individualisés et adaptés au parcours et aux compétences de chacun. En d'autres termes, il nous faut intégrer l'avènement d'un enseignement le plus souvent hybride, reposant sur des contenus numériques choisis, bien adaptés, et des professeurs formés pour les exploiter. J'ajoute que c'est pour nous, établissements à l'étranger, qui vivons dans des environnements, vous le savez mieux que moi, extrêmement concurrentiels, c'est une obligation si nous voulons que l'enseignement français continue de faire la différence. Je ne veux pas être plus long, chers amis, chers collègues, mais c'est là tout l'enjeu de ces rencontres annuelles, ainsi que de l'offre de développement professionnel mise en œuvre par la MLF pour faire face à la pluralité des contextes et accompagner l'évolution des pratiques éducatives et pédagogiques induites par le numérique. Je veux vous remercier sincèrement tous de votre participation à ce bel événement organisé dans un esprit de partage, d'entraide, de solidarité, cher à notre association. Je veux adresser un grand merci à l'équipe pédagogique de la MLF qui l'a préparé et dont je connais le dévouement et l'implication. Et si vous le voulez bien, et si Madame la rectrice, Madame Nathalie Albert-Moretti le veut bien, je me propose de lui laisser la parole et de lui dire, au fond, elle est à ce moment dans mon esprit, au nom de toutes les académies, de lui dire à quel point le partenariat que la MLF a avec plusieurs académies de France depuis longtemps est pour nous quelque chose d'absolument essentiel. Voilà. Je remercie à travers elles toutes les académies partenaires de la mission laïque française et je propose de lui donner la parole si elle veut bien la prendre. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais oui, j'attends parfaitement. Parfait. Merci beaucoup de m'offrir ce temps de parole qui, rassurez-vous, sera bref et qui me permet de m'exprimer finalement aussi au nom des académies partenaires. Mais s'agissant de celle de Dijon, que vous avez eu la gentillesse de citer,
Nous avons un long partenariat ensemble et un partenariat extrêmement riche, dont je souhaite ici dire la très grande qualité, puisque ce partenariat irrigue en fait les 4 départements qui composent l'Académie de Dijon, et se manifeste à travers différentes activités ou différents horizons. Tout d'abord, nous avons de très nombreux appariements d'établissements premier et second degré qui, encore une fois, jalonnent tous les départements de l'Académie de Dijon. Mais nous avons aussi de très nombreux échanges au sein et grâce à la MLF au niveau des cadres de l'éducation nationale. Alors, je peux faire écho ici aux nombreuses missions d'inspecteurs qui ont pu être réalisées dans les établissements partenaires, aux missions de formation, d'accompagnement, mais aussi de labellisation. On peut penser au label E3D, ou bien encore aux missions qui consistent en du conseil au pilotage d'établissement et qui, elles aussi, ont permis de croiser les regards. C'est toujours, lorsque nos collègues ou nos personnels reviennent de mission, un moment d'échange très enthousiaste. Ils reviennent riches de ce qu'ils ont vu et riches des échanges qu'ils ont eu le bonheur d'avoir. Il y a aussi des projets avec le CLEMI qui concernent l'éducation aux médias, qui sont aussi de nouveaux moments d'échanges partagés. Et puis, bien sûr, tout ce qui nourrit le thème qui aujourd'hui nous réunit, les rencontres numériques. Il n'est pas besoin de beaucoup redire l'importance qu'a pris le numérique dans notre système éducatif au regard de la crise sanitaire que nous traversons, cette bien trop longue crise. Mais de fait, il faut convenir ensemble que nous avons tous, même à nos niveaux de fonction, énormément progressé au bénéfice du fait de cette crise. Et ce qu'on a pu constater en termes de mise en place de la continuité pédagogique témoigne aussi du saut assez phénoménal qui a été réalisé par la communauté enseignante en termes de maîtrise des outils numériques et d'intégration de ceux-ci dans leurs enseignements. C'est vrai, je le pense, dans l'ensemble des établissements qui sont partenaires au sein de la MLF. J'étais encore aujourd'hui dans un établissement pour aller voir très concrètement la manière dont les enseignants ont de se saisir des classes virtuelles via le CNED et de la manière d'enseigner de manière synchrone auprès des élèves pour être en interaction totale et maintenir le lien à l'école. Et j'ai trouvé assez fabuleux de voir combien les enseignants étaient extrêmement agiles et combien ça permettait de maintenir un enseignement de très haute qualité. Donc, comme vous le disiez, Monsieur le Président, il y a là un élément de transformation évident de nos modes d'enseignement, certainement un vecteur de dynamisation aussi de ces modes d'enseignement, tout en maintenant évidemment l'idée qui, je pense, nous est chère à toutes et tous, que jamais on ne remplacera le professeur et qu'il ne s'agit absolument pas de tomber dans le tout numérique et le tout virtuel, mais bien au contraire de savoir enrichir, de savoir compléter, de savoir renouveler nos modes d'enseignement pour s'adapter aussi à des générations nouvelles qui sont en demande d'enseignement qui soit plus en rapport avec leurs appétences et la manière qu'ils ont de vivre leurs apprentissages. Donc vraiment, voilà, je souhaite dire avec beaucoup d'enthousiasme l'attachement que nous avons à nos partenariats
au sein de la MLF et toute la richesse que ça apporte à l'Académie de Dijon. Et nous espérons bien que nous resterons une académie vers laquelle vous continuerez à porter vos regards et à laquelle vous offrirez de nouveaux partenariats, pourquoi pas, puisque nous sommes tout à fait friands de développer voilà, notre spectre à l'international. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame la rectrice. Il n'y a aucun doute là-dessus. Nous continuons de compter sur l'Académie de Dijon. Nous savons qu'elle sera fidèle au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci, Madame la rectrice. Merci, cher président. Juste un dernier mot pour ma part. Ce qui me frappe avec le recul, hein, évidemment, l'expérience est là, je vous donne un peu de recul, c'est à quel point le numérique a profondément transformé la relation entre l'école et les parents. Alors, comment dirais-je, peut-être en étant moins conscient au sein de l'enseignement français à l'étranger, parce que par nature, si je puis dire, les parents sont profondément liés à la vie même de chaque établissement, mais il est clair que l'implication profonde des parents, et pas simplement formelle à travers leurs représentants, hein, mais l'implication de chaque parent qui le souhaite, qui le veut, s'est trouvée formidablement augmentée, si je puis dire, avec les environnements numériques. Ça, c'est un aspect, je me désespérais il y a 20 ans, dans des rapports de l'inspection générale, parfois, au fond du malentendu, hein, qui, je vous l'ai dit une fois, qui parfois existe entre l'école et les familles. Et je dois dire quand même qu'à cet égard, le numérique a sans doute profondément transformé les choses et vraiment je m'en réjouis.